Pendant des années, j'ai soutenu toute ma famille. Une phrase à Pâques a tout changé et maintenant ils me poursuivent en justice. Je n'ai jamais imaginé que le jour viendrait où je couperais les ponts avec ma propre famille. Je veux dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils restent votre famille, n'est-ce pas? C'est ce en quoi je croyais. Mais parfois, la famille peut être composée des personnes qui vous blessent le plus. Et dans mon cas, mes parents ne m'ont pas seulement blessé, ils ont pris ma générosité, ma gentillesse et mon succès et ont transformé tout cela en quelque chose d'horrible. Je m'appelle Marina, j'ai 31 ans, et j'ai grandi dans une famille où le respect était conditionnel. Mes parents, surtout ma mère, ont toujours fait comprendre clairement que l'amour devait être mérité. Quand j'étais enfant, cela signifiait avoir des notes parfaites, être la meilleure élève de la classe, aider à la maison sans me plaindre et ne jamais causer de problème. Si j'échouais, même minimalement, il me rappelait que j'avais de la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête et de la nourriture sur la table. Contrairement à la plupart des parents qui sont fiers d'avoir une fille travailleuse, les miens me voyaient comme un investissement. Ils se vantaient de mes réussites auprès de leurs amis, mais jamais directement à moi. Les compliments étaient réservés à la façon dont je les faisais paraître meilleurs aux yeux des autres. Si je gagnais une compétition scolaire, ils s'en attribuaient le mérite. Si j'obtenais une bourse d'études, ils disaient à tout le monde que c'était parce qu'ils m'avaient tant poussé. Ce n'est pas que je voulais être gâtée d'affection, mais entendre « nous sommes fiers de toi » ne serait-ce qu'une fois aurait tout signifié pour moi. Mon frère cadet, Lucas, a eu une expérience complètement différente. Il était le fils en or, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Alors que je devais gagner chaque miette d'approbation, il était couvert d'éloges juste pour exister. Mes parents le gâtaient, couvraient ses erreurs et se pliaient en quatre pour s'assurer qu'il soit à l'aise. S'il voulait quelque chose, il trouvait un moyen de l'obtenir, même si cela signifiait m'utiliser. Quand je suis arrivée au lycée, j'avais déjà accepté que j'étais la bête de somme de la famille. Il ne me demandait pas si je voulais assumer des responsabilités supplémentaires, il s'y attendait simplement. J'ai obtenu mon premier emploi à 15 ans, espérant économiser pour acheter mes propres vêtements et avoir une certaine indépendance. Mais quand ma mère a découvert que je gagnais de l'argent, soudain des urgences sont apparues qui exigeaient que je remette mon salaire. « Tu vis ici gratuitement », disait-elle, « il est juste que tu contribues. » Bien sûr, Lucas n'a jamais eu à contribuer d'un centime. Je travaillais dur, non seulement parce que je devais le faire, mais parce que je voulais m'échapper. Je suis sortie diplômée parmi les meilleurs de ma promotion, je suis entrée dans une excellente université avec une bourse complète et j'ai fait tout ce que je pouvais pour me construire une vie. Même ainsi, mes parents trouvaient des moyens de me faire sentir coupable. Quand j'ai déménagé, ils ont agi comme si je les abandonnais. Si je ne leur rendais pas suffisamment visite, ils me rappelaient tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. Mais la vérité était qu'ils n'avaient jamais rien sacrifié pour moi. Si quoi que ce soit, j'étais la seule à faire des sacrifices pour eux. Après des années de lutte, je suis finalement arrivée à un point où j'étais financièrement stable. J'ai obtenu un emploi bien rémunéré, j'ai investi sagement, pour la première fois, j'avais une véritable stabilité. Et malgré tout, une partie de moi voulait encore que mes parents soient fiers. Je pensais que peut-être, si je leur montrais que j'avais réussi, ils me traiteraient enfin différemment. Alors, comme une idiote, j'ai décidé de rendre l'appareil. J'ai commencé petit, envoyant de l'argent ici et là quand ils en avaient besoin. Mais peu importe combien j'aidais, ce n'était jamais suffisant. Ma mère m'appelait, soupirant dramatiquement sur combien les choses étaient serrées, même s'ils vivaient confortablement. Mon père lançait des insinuations sur comment les vraies filles s'occupent financièrement de la famille. Et Lucas, eh bien, il n'avait aucune honte à me demander directement de couvrir ses factures. Puis est venu le grand coup. Mes parents se plaignaient de l'hypothèque de la maison depuis des années. Ils avaient refinancé tellement de fois que les paiements mensuels étaient absurdes. Je savais qu'ils ne s'en sortiraient jamais. Alors j'ai pris une décision. J'ai payé leur maison. Jusqu'au dernier centime. Je pensais que ce serait enfin le moment. Celui où ils me regarderaient et diraient « Merci, Marina. Nous t'apprécions. » Mais ce moment n'est jamais venu. Au lieu de cela, mon père a à peine réagi, comme s'il s'y attendait depuis le début. Ma mère a juste marmonné quelque chose sur comment il était temps que quelqu'un dans la famille fasse quelque chose d'utile. Même ainsi, je n'étais pas prête à abandonner l'espoir. Peut-être qu'ils ne savaient simplement pas comment exprimer leur gratitude. Peut-être que cela prendrait du temps pour que cela s'installe. Alors j'ai continué. Je les ai envoyés pour le voyage de leurs rêves, tout payé, en Europe. Ma mère avait toujours parlé de vouloir connaître Paris. Et mon père adorait l'histoire. Alors je pensais que ce serait le cadeau parfait.
Pour la première fois, je voulais les voir heureux à cause de quelque chose que j'avais fait. Quand ils sont revenus, je m'attendais à tout entendre sur le voyage. Au lieu de cela, la première chose que ma mère a dite quand elle m'a vue était « La prochaine fois, tu devrais nous réserver la première classe ». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser la vérité. Ma générosité ne nous rapprochait pas. Elle les rendait pires. Ils n'étaient pas seulement ingrats. Ils me voyaient comme leur banque personnelle. Quand Pâques est arrivé, je commençais déjà à me sentir épuisée. Mais je me suis dit que je pourrais passer à travers. Après tout, ce n'était qu'un déjeuner en famille. Je pouvais gérer quelques remarques sarcastiques, quelques commentaires passifs-agressifs. C'était un petit prix à payer pour maintenir la paix. Mais je n'avais aucune idée à quel point cela deviendrait mauvais. Quand je suis entrée dans la maison de mes parents cet après-midi de dimanche, tout semblait normal au début. L'odeur de la dinde rôtie remplissait l'air. J'ai salué tout le monde, je me suis assise, je me suis préparée au chaos familial habituel. Puis, alors que nous commencions à manger, la conversation a changé de direction. Ma mère, avec ce sourire familier et venimeux sur le visage, s'est penchée sur sa chaise et a dit « Alors, Marina, quel effet ça fait de jeter de l'argent partout, en pensant que ça va te donner du respect ?» J'ai gelé. La pièce est restée silencieuse pendant une fraction de seconde avant que mon père ne laisse échapper un rire bas. Lucas n'a même pas levé les yeux de son assiette. J'ai forcé un rire, essayant de cacher mon malaise. « Comment ça ?» Ma mère a pris une autre gorgée de vin. « Je veux dire, tu agis comme si payer une maison et financer des voyages te rendait importante. Mais au bout du compte, le respect ne s'achète pas. Et honnêtement, tu n'en as gagné aucun. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. J'avais passé des années à me plier pour ces gens, à leur donner tout ce qu'ils demandaient et plus. Et c'était leur réponse ? Non seulement de l'ingratitude, mais une moquerie complète ? J'ai serré ma mâchoire, sentant mon cœur battre fort dans ma poitrine. Le pire n'était même pas les mots eux-mêmes, c'était la façon dont elle les disait. Si désinvolte, si dédaigneuse, comme si elle réprimandait un enfant pour avoir trop essayé. J'ai posé ma fourchette sur la table lentement. « La HM, ai-je dit, gardant ma voix ferme. » Intéressant. Ma mère a levé un sourcil. « Qu'est-ce qui est intéressant ?» J'ai croisé son regard et lui ai donné le plus petit des sourires. « Tu verras. » Et avec cela, j'ai pris une décision qui changerait tout. Mais je n'ai rien dit de plus. Pas encore. J'ai juste continué à manger, faisant semblant que rien ne s'était passé, tout en planifiant exactement ce que je ferais ensuite. Ils ne savaient pas que leur monde entier était sur le point de s'effondrer. Et cette fois, je ne serais pas la personne qui nettoierait le désordre. Je suis restée assise pendant le reste du déjeuner de Pâques en silence complet. Ma mère a continué à parler, mon père a ajouté quelques remarques prétentieuses occasionnelles, et Lucas est resté collé à son téléphone comme si rien ne s'était passé. Mais dans ma tête, j'avais déjà des kilomètres d'avance sur eux. J'avais passé toute ma vie à jouer leur jeu travaillant dur, donnant infiniment, espérant qu'un jour ils me verraient comme plus qu'un simple distributeur automatique personnel. Mais ce soir-là, j'ai enfin vu les choses telles qu'elles étaient. Ils n'allaient pas changer. Ils ne changeraient jamais. Alors, j'en ai eu fini. J'ai terminé mon assiette, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levée. Bon, ai-je dit, forçant un sourire, c'était amusant. Je dois y aller. Lucas a à peine levé les yeux. Ma mère n'a même pas réagi. Mais mon père ? Il a juste souri avec suffisance, comme s'il avait gagné. Comme s'il pensait que je fuyais, léchant mes blessures. Je n'ai rien dit de plus. Aucun discours dramatique. Aucune dispute. J'ai juste pris mon sac, je suis sortie par la porte et je les ai laissés dans leur petit monde prétentieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis mon plan à exécution. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été de me connecter à mon compte bancaire. J'ai ouvert tous les paiements récurrents que j'avais configurés pour eux. Les factures d'eau et d'électricité. Internet. Même ce service de streaming ridicule sans lequel ma mère insistait qu'elle ne pouvait pas vivre. J'ai tout annulé. Puis je suis allée plus loin. La taxe foncière de leur maison ? Plus couverte. L'assurance habitation ? Annulée. Le fonds d'entretien que j'avais créé pour toute réparation ? Vidé. Pendant des années, j'avais géré chaque détail financier pour eux, m'assurant qu'ils n'aient jamais besoin de lever le petit doigt. Maintenant, ils étaient sur le point de découvrir exactement à quoi ressemblait la vie sans moi. Mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert mes messages et j'ai fait défiler jusqu'à Lucas.
Je ne le lui avais jamais dit directement, mais je payais ses dettes de carte de crédit depuis des années. Chaque mois, je couvrais discrètement ses dépenses excessives, m'assurant qu'il ne ressente jamais les conséquences de ses habitudes de consommation. Je suis allée sur le site de la banque et j'ai retiré mon nom des paiements. Et enfin, la dernière étape. J'avais été garante du prêt automobile de mes parents il y a 3 ans, pensant que je faisais quelque chose de bien pour eux. C'était à mon nom, mais les paiements venaient de leur compte, un compte que je remplissais sans qu'ils le sachent même. J'ai appelé la banque et j'ai demandé à reprendre la voiture. Il a fallu moins d'1 heure pour tout défaire. Et puis, j'ai attendu. Le premier appel manqué est arrivé à 7h12 du matin. Le suivant à 7h15. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone, il y avait 89 appels manqués. Je n'ai même pas eu besoin d'écouter les messages vocaux pour savoir de quoi ils parlaient. Je pouvais parfaitement imaginer. Mon père se réveillant, prenant son café et se dirigeant vers la porte, seulement pour découvrir que la voiture avait disparu. Ma mère essayant d'allumer la télé, seulement pour réaliser qu'Internet était coupé. Lucas passant sa carte dans une boutique chère, seulement pour qu'elle soit refusée pour la première fois de sa vie. Je pouvais voir la panique s'installer. Et j'ai souri. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore. Et encore. Finalement, j'ai répondu. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. La voix de ma mère est venue en criant par le haut-parleur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis adossée contre mes oreillers, complètement calme. « Bonjour, maman. » Ne me fais pas le coup du « bonjour ». La voiture a disparu. Nos factures ne sont pas payées. La compagnie d'électricité vient d'envoyer un avis disant que si nous ne payons pas d'ici la fin de la journée, ils vont tout couper. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait semblant de réfléchir. H.M. Comme c'est étrange. Étrange, elle a crié. Tu dois arranger ça maintenant. J'ai soupiré dramatiquement. Tu sais, maman, j'ai pensé à ce que tu as dit hier. Sur comment jeter de l'argent partout ne gagne pas de respect. Et tu sais quoi ? Tu as raison. Alors j'ai décidé d'arrêter de jeter de l'argent partout. Silence. Puis la voix de mon père est intervenue, furieuse. Ne joue pas avec nous, Marina. Arrange ça. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non. Comment ça, non ? J'ai haussé les épaules. Je veux dire non. J'en ai fini. Si vous pensez que je suis si bête d'aider, alors je n'aiderai plus. Vous vouliez me donner une leçon, non ? Considérez-la apprise. Espèce d'ingrate. J'ai raccroché. Et ensuite ? J'ai éteint mon téléphone. Je n'ai pas vérifié mes messages pour le reste de la journée. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'il dirait, plus de cris, plus de tentatives de me culpabiliser. Peut-être même quelques fausses excuses. Mais je ne tomberai pas dans le panneau cette fois. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui courais pour arranger les choses. C'était moi qui les regardais s'effondrer. Et honnêtement, c'était incroyable. Je n'ai rallumé mon téléphone que le lendemain matin. À la seconde où je l'ai fait, les notifications ont inondé l'écran, appels manqués, messages vocaux, textos. Ma mère avait envoyé paragraphe après paragraphe, alternant entre insultes furieuses et supplications désespérées. Les messages de mon père étaient courts et colériques, pleins d'exigences. Lucas, bien sûr, n'avait envoyé qu'un seul message. « C'est quoi ton problème, Marina ?» J'ai fait défiler, prenant mon temps. Le désespoir s'installait plus vite que je ne l'avais prévu. Puis, comme programmé, mon téléphone a recommencé à sonner. « Maman !» Je l'ai laissé sonner. Puis il a sonné encore. Et encore. Finalement, j'ai soupiré et j'ai répondu. « Marina !» Elle a commencé, sa voix tendue, essayant de paraître calme mais déjà fissurée. « Tu dois arranger ça. Maintenant. »« Bonjour, maman », ai-je dit, me renversant dans ma chaise. « Comment ça va ? » Ne fais pas l'idiote. Internet est coupé. La compagnie d'électricité dit qu'ils vont nous déconnecter dans 24 heures. Ton père a dû prendre le bus pour aller au travail. Marina. Le bus. Tu comprends à quel point c'était humiliant pour lui ? J'ai failli rire. Oh non. Comme c'est horrible. Tu veux dire, comme les gens normaux ? Ce n'est pas drôle. Elle a coupé sèchement.
Tu ne peux pas simplement arrêter de tout payer et nous laisser dans ce pétrin. Que allons-nous faire? Je me suis penchée en avant. Je ne sais pas, maman. Peut-être trouver des emplois? Peut-être, oh, je ne sais pas, assumer la responsabilité de vos propres vies? Elle s'est interrompue, expirant fortement. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus basse. Marina. Nous sommes ta famille. Tu ne tournes pas simplement le dos à la famille. Intéressant, ai-je dit. Parce qu'hier après-midi, j'aurais pu jurer que j'étais juste une idiote qui pense être importante parce qu'elle jette de l'argent partout. C'est bien ça? N'est-ce pas ce que tu as dit? Elle a hésité. Puis, d'un ton si faux que ça m'a donné la chair de poule, elle a dit, « Chérie, tu sais que ta mère ne voulait pas dire ça. » Là, non, ai-je demandé, penchant la tête. Alors pourquoi tu ne t'es pas excusée? Silence. J'ai attendu. Rien. J'ai souri. C'est bien ce que je pensais. Passe une excellente journée, maman. J'ai raccroché. Les appels n'ont pas cessé. Ni les textos. Dans les jours suivants, les messages sont devenus plus erratiques. Ma mère envoyant de longs voyages de culpabilité sur comment je les abandonnais, mon père alternant entre menaces et silence, et Lucas alternant entre faire semblant de s'en ficher et exiger que j'arrange sa carte de crédit. Mais je suis restée ferme. Puis, exactement une semaine plus tard, ils sont apparus à ma porte. J'avais à peine ouvert quand mon père a poussé pour entrer, ma mère juste derrière lui. Lucas est resté en arrière, bras croisés, ayant l'air plus irrité que quoi que ce soit d'autre. « C'est quoi ton problème ?» Mon père a aboyé, se dressant au-dessus de moi. « Tu penses que tu peux simplement nous couper comme ça ?» J'ai reculé d'un pas, croisant les bras. « Oui, je pense. » Espèce d'égoïste. Maman a attrapé son bras, l'interrompant. « Marina, dit-elle, sa voix douce et sucrée de façon maladive. Nous avons juste besoin de parler. Comme une famille. » Ah, maintenant nous sommes une famille, ai-je demandé, levant un sourcil. Parce que la semaine dernière, j'étais juste une idiote qui jetait de l'argent partout. Elle a expiré brusquement. Je te l'ai dit, ta mère ne voulait pas dire ça. Alors elle aurait dû le dire elle-même. Les mains de papa se sont fermées en poing, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il allait vraiment frapper. Au lieu de cela, il a pris une profonde inspiration, narines dilatées. Et d'accord, dit-il entre ses dents serrées. Peut-être que j'ai été trop dur. Mais ça ne veut pas dire que tu peux faire ça. Tu ne laisses pas simplement tes parents dans la difficulté. Je me suis moquée. La difficulté? Tu veux dire comme j'ai souffert quand vous m'avez jeté dehors à 18 ans et m'avez dit de me débrouiller? Ou comme j'ai souffert quand j'ai travaillé dans 2 emplois pendant que vous refusiez de lever le petit doigt pour m'aider? Ou que diriez-vous de quand j'ai enfin réussi et la seule chose que vous avez faite a été d'exiger plus? Lucas a gémi bruyamment. Mon Dieu. On a compris. Tu as souffert. Bouh. On peut passer à la partie où tu arranges tout? Je me suis tournée vers lui, choquée. Arranger tout? Il a levé les yeux au ciel. Oui, Marina. Remets juste tout comme avant. Mon Dieu, ce n'est pas si difficile. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé mes parents. Aucun d'eux ne semblait désolé. Aucun d'eux ne semblait même réaliser ce qu'ils avaient fait. Ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils n'étaient pas là pour arranger les choses. Ils étaient là parce qu'ils avaient besoin de moi. Parce que pour la première fois de leur vie, ils devaient vraiment faire face aux conséquences. Et ils ne pouvaient pas le supporter. J'ai pris une profonde inspiration lente, regardant chacun d'eux dans les yeux. Non, ai-je dit simplement. La mâchoire de mon père s'est serrée. Le visage de ma mère s'est affaissé. Lucas a juste soufflé. Papa a fait un pas en avant. Marina, je ne vais pas te le demander à nouveau. Et je ne vais pas le répéter, ai-je interrompu. Non. J'en ai fini. Si vous voulez de l'argent, gagnez-le. Si vous voulez la maison payée, faites-le vous-même. J'en ai fini d'être votre banque personnelle. Le visage de ma mère s'est tordu. Nous t'avons élevé. Tu nous dois. J'ai ri froidement. Vous m'avez élevé? Vous m'avez jeté dehors à 18 ans. Vous avez refusé de m'aider quand je luttais. Vous m'avez laissé me casser le dos pendant des années pendant que vous restiez assis sans rien faire. J'ai fait un pas plus près, baissant ma voix. Je ne vous dois absolument rien. Pour la première fois, aucun d'eux n'avait rien à dire.
Je les ai regardés une dernière fois, puis j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte en grand. Sortez. Les poings de papa se sont serrés. Ses narines se sont dilatées. Mais pour la première fois, il n'a rien dit. Il est juste passé devant moi furieux, poussant la porte en sortant. Lucas a gémi, rejetant ses cheveux en arrière. Tu es tellement dramatique, a-t-il marmonné avant de suivre. Maman a été la dernière à sortir. Elle a hésité, sa bouche s'ouvrant comme si elle voulait dire quelque chose. Mais quand je n'ai pas répondu, elle a juste expiré et est sortie. J'ai fermé la porte derrière eux. Je l'ai verrouillée. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie libre. Pendant un moment, j'ai pensé qu'ils avaient finalement abandonné. Plus d'appels. Plus de textos. Plus de voyages de culpabilité. Le silence était étrange au début, mais après des années de chantage émotionnel et de drainage financier, j'ai commencé à l'apprécier. Mon téléphone n'explosait pas avec des exigences. Je n'étais pas traité comme un distributeur automatique humain. J'étais enfin libre. Ou c'est ce que je pensais. 4 semaines après Pâques, j'ai reçu un appel de ma tante, la sœur aînée de ma mère, Clarisse. Maintenant, Clarisse et moi n'avons jamais été particulièrement proches. Elle a toujours été la médiatrice de la famille, celle qui essayait d'adoucir les choses chaque fois que mes parents causaient le chaos. Elle n'était pas aussi ouvertement toxique qu'eux, mais elle avait la mauvaise habitude d'excuser leur comportement, les excusant constamment avec « c'est comme ça qu'ils sont ». Alors quand elle a appelé, je savais que quelque chose se passait. À la seconde où j'ai répondu, elle a soupiré dramatiquement. « Marina, tu dois arranger ça. » Je savais déjà où cela allait. « Arranger quoi ?» ai-je dit, gardant ma voix monotone. « Ta mère est désespérée. Ton père est complètement stressé. Ils ne savent pas comment ils vont survivre. Tu penses vraiment que c'est juste de traiter tes parents comme ça ? » J'ai senti ma patience exploser. Tante Clarisse, ils m'ont utilisée. Pendant des années. Et quand j'ai finalement établi une limite, ils m'ont humiliée devant toute la famille. Maintenant ils s'attendent à ce que je continue à financer leur vie comme si rien ne s'était passé. Ce sont tes parents, dit-elle, comme si cela devait signifier quelque chose. La famille, c'est la famille. J'ai laissé échapper un rire amer. Drôle. Ils ne semblaient pas se soucier de la famille quand ils m'ont jeté dehors à 18 ans. Où était cette énergie quand je luttais pour survivre seule ? Silence. Elle ne s'attendait pas à ça. Finalement, elle a soupiré à nouveau. Marina, écoute. Je comprends. Tes parents ne sont pas parfaits. Mais tu vas bien maintenant. Tu as la capacité de les aider. Ils ont des difficultés, et tu regardes juste. Oui, ai-je dit, complètement indifférente. Oui, c'est ça. Sa voix est devenue tranchante. Tu es cruel. Non. Je les traite enfin de la façon dont ils m'ont traité. Une autre pause. Puis son ton a changé pour quelque chose de plus condescendant. D'accord. Tu n'as pas besoin de leur donner de l'argent. Mais au moins parle avec eux. Sois la personne plus grande. Ça m'a fait rire. Pourquoi est-ce toujours moi qui dois être la personne plus grande ? Pourquoi tout le monde s'attend à ce que je pardonne et oublie pendant qu'ils continuent à prendre et prendre ? Elle a soufflé. Tu es irrationnel. Tu vas le regretter un jour. Non. Je ne le regretterai pas. J'ai raccroché. C'était le premier signe qu'il n'en avait pas fini avec moi. Le deuxième signe est venu 2 jours plus tard. Je me suis réveillée avec 63 appels manqués et un déluge de messages de mes parents, Lucas et quelques autres parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Les messages variaient de fausse inquiétude à colère absolue. Maman a envoyé un message, Marina. S'il te plaît. Nous devons parler. Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. Papa a envoyé un message, tu as fait ton point. Maintenant sois une adulte et assume la responsabilité de ta famille. Lucas a envoyé un message, waouh. Alors tu vas vraiment laisser maman et papa souffrir juste pour prouver un point ? Tu es dégoûtante. Une cousine aléatoire avec qui je ne parle pas depuis l'enfance a envoyé un message, ma sœur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu dois arranger ça. La famille c'est tout. Et puis il y avait celle qui m'a rendue furieuse. Maman a envoyé un message, nous avons tout fait pour toi. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons élevé. Et c'est comme ça que tu nous remercies ? En nous abandonnant dans notre moment de besoin ? Nous sommes sur le point de tout perdre, et c'est de ta faute. J'espère que tu pourras vivre avec ça.
J'ai regardé mon téléphone, mes mains tremblant de colère. Ma faute? Ma faute? Il n'avait pas d'économie, aucun plan de secours, aucun sens des responsabilités, et d'une manière ou d'une autre, c'était mon travail d'arranger ça? Après tout? Après les années de voyage de culpabilité, du sentiment de droit sur moi, de l'humiliation? Non. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je n'ai pas répondu. Les appels ont continué à venir. Les messages sont devenus plus désagréables. Puis, après une semaine de silence, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra. C'étaient mes parents. Je n'ai pas répondu. Ils ont sonné à nouveau. Et encore. Et encore. Puis sont venus les coups à la porte. Marina, ouvre la porte. La voix de mon père, furieuse. Je me suis assise sur mon canapé, regardant la porte, le cœur battant. La voix de ma mère a suivi, toute fausse douceur. Ma fille, s'il te plaît. Nous voulons juste parler. Je suis restée silencieuse. Plus de coups. Tu ne peux pas nous ignorer pour toujours. Et si, je peux, ai-je murmuré doucement. Ils sont restés dehors pendant presque une heure avant de finalement partir. Ce soir-là, ma mère a envoyé un message final, tu vas le regretter. Un jour, tu auras besoin de nous, et nous ne serons pas là. J'espère que tu es heureuse. J'ai bloqué leur numéro. Mais je savais que c'était loin d'être fini. Dans les jours suivants, j'ai essayé de revenir à ma routine normale. Travail, gym, rencontre avec des amis. Mais il y avait une tension constante dans l'air, comme si j'attendais que la prochaine bombe explose. Et ça n'a pas pris longtemps. Une semaine après avoir bloqué mes parents, j'ai reçu un appel de mon patron. Mon estomac s'est serré avant même de répondre. Marina, dit-il, sa voix prudente. Je dois te parler de quelque chose de délicat. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un appel aujourd'hui. De ta mère. Il a fait une pause. Elle était très inquiète pour toi. Elle a dit que tu traverses un moment difficile, que tu agis de façon irrationnelle, que tu coupes les ponts avec la famille sans raison. Mon sang a bouilli. Elle a appelé mon travail? Elle semblait sincèrement inquiète, continua-t-il, mal à l'aise. Elle a dit que tu pourrais avoir une sorte de crise nerveuse. Que tu aurais peut-être besoin d'aide professionnelle. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Monsieur Rodrigo, avec tout le respect, ma vie personnelle est exactement sa personnelle. Je ne fais aucune crise. J'établis juste des limites saines avec des personnes toxiques. Il y a eu une pause. Je comprends. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Tu as été une employée exemplaire, Marina. Je ne veux pas que quoi que ce soit gâche ça. Merci. Et je suis désolée que vous ayez été dérangée avec ça. Après avoir raccroché, ma colère était palpable. Ils avaient appelé mon travail. Ils avaient essayé de me faire paraître instable, incapable. Ils voulaient saboter ma carrière parce qu'ils ne pouvaient plus me contrôler. Mais ce n'était que le début. 2 jours plus tard, ma meilleure amie, Carolina, m'a appelé. Marina, on doit parler. Quoi? Ta mère m'a ajouté sur Facebook. Elle m'a envoyé un énorme message. Carole a marqué une pause. Elle a dit que tu traverses une phase difficile, que tu as coupé les ponts avec eux sans explication, que tu te comportes étrangement. Elle a dit qu'elle s'inquiète pour ta santé mentale. J'ai serré les poings. Carole, tu me connais depuis combien de temps? 12 ans. Et tu m'as déjà vu agir de façon irrationnelle ou instable? Jamais, répondit-elle immédiatement. C'est pour ça que je t'appelle. Son message ne collait pas. Il semblait manipulateur. Je voulais entendre ta version. J'ai soupiré, sentant un poids quitter mes épaules. Au moins quelqu'un me connaissait assez bien pour remettre en question leur récit. J'ai tout raconté à Carole. L'exploitation financière, l'humiliation à Pâques, comment j'avais coupé leur soutien. Elle a écouté en silence. Waouh, dit-elle finalement. Marina, tu as fait la bonne chose. Ils sont complètement toxiques. Je sais. Mais maintenant ils essaient de me faire passer pour folle auprès de tous ceux qui me connaissent. Alors tu dois te protéger, dit Carole fermement. Documente tout. Tous les messages, appels, tentatives de contact. Si ça escalade, tu auras besoin de preuves. Elle avait raison. J'ai commencé à faire des captures d'écran de tout, sauvegardant les messages vocaux, notant chaque tentative de contact.
Et c'était bien que je l'ai fait, parce que leur campagne de diffamation ne faisait que commencer. Dans les jours suivants, ils ont commencé à me taguer dans des posts sur Facebook. De vieilles photos de famille avec des légendes comme « Nostalgie de quand nous étions une famille unie » et « L'amour d'une mère n'abandonne jamais, même quand il est rejeté ». Dans les commentaires, des parents qui me connaissaient à peine exprimaient leur inquiétude, demandant ce qui s'était passé. Ma mère répondait vaguement, se faisant toujours passer pour la victime. Parfois nos enfants se perdent en chemin. Nous ne pouvons que prier pour eux. C'était génial, d'une façon perverse. Elle ne m'accusait directement de rien, mais plantait des graines de doute chez tous ceux qui lisaient. Elle faisait croire que j'étais la méchante, la fille ingrate qui avait abandonné les pauvres parents aimants. J'ai bloqué tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais ensuite est venu le coup qui m'a vraiment ébranlé. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Normalement je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a fait décrocher. Allô ? Marina ? La voix était familière, mais je n'arrivais pas à l'identifier. C'est moi, Béatrice. Ta cousine. Béatrice. Nous n'avions pas parlé depuis des années, mais nous avions toujours été proches quand nous étions enfants. Bia ? Salut. Quelle surprise. Et écoute, je sais que ça fait longtemps, mais, elle a hésité. Je dois te dire quelque chose. Ta mère m'a appelé hier. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que tu prends de la drogue. Que c'est pour ça que tu agis bizarrement, que tu coupes les ponts avec tout le monde. Qu'ils sont désespérés en essayant de t'aider, mais que tu refuses. Je suis restée bouche bée. Quoi ? Je n'y ai pas cru, dit Béatrice rapidement. C'est pour ça que je t'appelle. Tu n'es pas ce genre de personne. Mais Marina, elle répand ça à tout le monde dans la famille. Tante, oncle, cousin. Tout le monde y croit. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. La drogue. Ils inventaient littéralement que j'étais toxicomane pour justifier pourquoi j'avais coupé les ponts. Bia, c'est un mensonge. Complètement inventé. Ma voix a tremblé. J'ai coupé les ponts parce qu'ils m'ont exploité financièrement pendant des années. Parce qu'ils m'ont humilié. Parce qu'ils sont toxiques. Je te crois, dit-elle doucement. J'ai toujours trouvé que tes parents étaient difficiles. Mais tu dois savoir ce qu'ils disent. Ça se répand vite. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre dans mon salon et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de pure frustration et colère. Ils n'essayaient pas seulement de me faire revenir. Ils essayaient de détruire ma réputation. Ma crédibilité. Ils voulaient que tout le monde croie que j'étais instable, toxicomane, problématique. Et la partie la plus effrayante ? Ça marchait. Des gens qui me connaissaient à peine les croyaient. Mais j'avais un avantage auquel ils ne s'attendaient pas. J'avais des preuves. J'avais des messages d'eux me demandant de l'argent. J'avais des reçus de tous les paiements que j'avais faits au fil des années. J'avais les messages cruels, les exigences, tout documenté. J'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de me défendre en silence. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire un email. Pas à mes parents, ils étaient bloqués. Mais à quelques membres de la famille proche dont je savais qu'ils avaient un certain sens de la justice. Tante Béatrice, la mère de Bia. Mon oncle Carlos, le frère de mon père qui avait toujours été plus raisonnable. Ma grand-mère maternelle. Dans l'email, j'ai expliqué calmement la situation. J'ai joint des captures d'écran des messages de mes parents exigeant de l'argent. J'ai montré les reçus de paiement. J'ai inclus le message de ma mère me traitant d'idiote pour jeter de l'argent partout. Je n'ai pas été dramatique. Je n'ai pas été émotionnelle. J'ai juste présenté les faits. J'envoie ceci parce que je sais que des histoires circulent sur moi. Je veux que vous ayez la vérité, avec des preuves, pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Je ne demande pas que vous choisissiez un camp. Juste que vous connaissiez les faits avant de juger. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. La réponse est venue plus vite que prévu. Ma grand-mère m'a appelé ce soir-là même. Marina, ma fille. Je viens de lire ton email. Sa voix tremblait, et pendant un moment j'ai craint qu'elle soit aussi de leur côté. Grand-mère, je... Non, m'a-t-elle interrompu. Laisse-moi parler. Je savais que ta mère était difficile. Je l'ai élevée, après tout. Mais je n'avais aucune idée que c'était allé aussi loin. Elle a marqué une pause. Voir ses messages, ses reçus. Marina,
Tu ne méritais rien de tout ça. Des larmes ont rempli mes yeux. Merci de me croire. Bien sûr que je te crois. Et ce n'est pas que moi. Carlos vient de m'appeler. Béatrice aussi. Nous avons vu les preuves. Nous connaissons la vérité. Pour la première fois en semaine, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Tout le monde n'était pas contre moi. Mais je savais que cela ne ferait que rendre mes parents plus furieux. Et j'avais raison. 2 jours après avoir envoyé l'email, ma mère l'a découvert. J'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Elle avait obtenu une nouvelle carte SIM juste pour me contacter. Le message était un torrent de jurons et d'accusations. J'avais détruit la famille. J'avais répandu des mensonges. J'étais un serpent traître. J'ai supprimé sans répondre. Mais ensuite les choses ont escaladé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Le lundi suivant, je suis arrivée à mon immeuble après le travail et j'ai trouvé mon père qui attendait dans le hall. Mon cœur s'est emballé. Il ne devrait pas être là. J'avais prévenu la sécurité de ne pas le laisser monter. Nous devons parler, dit-il, bloquant mon chemin. Nous n'avons rien à nous dire. Écartez-vous. Tu as raconté des mensonges sur nous à toute la famille, a-t-il grogné, sa voix résonnant dans le hall. Tu as détruit notre réputation avec tes inventions. Le portier s'approchait déjà, mais j'ai gardé mon calme. Ce n'étaient pas des inventions. C'étaient des faits. Avec des preuves. Si votre réputation a été détruite, c'est par vos propres actions, pas par mes paroles. Tu vas le regretter, a-t-il craché. Tu vas voir ce qui arrive quand tu t'en prends à nous. Vous me menacez, ai-je demandé, assez fort pour que le portier et la caméra de sécurité captent. Mon père a réalisé son erreur. Il a reculé, mais ses yeux brûlaient encore de colère. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Sortez de mon immeuble avant que j'appelle la police. Il est parti, mais cette menace a continué à résonner dans ma tête. Ce soir-là, j'ai contacté un avocat. J'ai expliqué toute la situation, l'exploitation financière, les menaces, le harcèlement constant, la campagne de diffamation. Vous avez un dossier solide pour une ordonnance restrictive, m'a-t-il dit. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez poursuivre pour diffamation et dommages moraux. Les accusations de toxicomanie sont graves et probablement fausses. J'y ai pensé pendant des jours. Poursuivre mes propres parents semblait extrême. Mais ensuite je me suis souvenu de tout ce qu'ils avaient fait. Des mensonges. Des menaces. De la façon dont ils avaient essayé de détruire ma vie juste parce que j'avais établi des limites. J'ai décidé d'aller de l'avant. L'ordonnance restrictive a été accordée en 2 semaines. Mes parents ont été officiellement interdits de me contacter, de s'approcher de ma maison ou de mon travail, de me harceler de quelque manière que ce soit. Quand ils ont reçu la notification, ma mère a fait une crise. Selon ma grand-mère, qui gardait encore contact avec moi, elle a pleuré hystériquement, disant que je l'avais criminalisée, que j'étais la pire fille du monde. Mon père, en revanche, est resté silencieux. Un silence dangereux. Et puis est venue leur dernière tentative désespérée. Lucas est apparu à la porte de mon bureau un après-midi. Je ne l'avais pas vu en personne depuis ce jour chez moi. Il avait l'air différent. Plus maigre. Des cernes profonds. Marina, dit-il, et sa voix n'avait pas ce ton arrogant habituel. Je dois te parler. J'ai croisé les bras. Tu as 5 minutes. Il est entré, fermant la porte derrière lui. Écoute, je sais que les choses vont mal. Je sais que maman et papa ont exagéré. Exagéré, ai-je répété, incrédule. Ok, ils ont merdé. Ils ont beaucoup merdé. Il a passé sa main dans ses cheveux. Mais Marina, les choses vont vraiment mal maintenant. Ils vont perdre la maison. Pour de vrai cette fois. La banque exécute l'hypothèque. J'ai attendu, ne disant rien. Ils n'ont nulle part où aller, continua-t-il. Et moi? Je suis aussi fauché. Sans toi qui paie mes affaires, j'ai réalisé à quel point j'étais endetté. J'habite sur le canapé d'un ami. Et tu penses que c'est mon problème? Il m'a regardé, et pour la première fois j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la honte dans ses yeux. Non. Ce n'est pas le cas. Tu as raison. Nous t'avons utilisé. Je t'ai utilisé. Et je suis désolée. Je suis restée silencieuse, réfléchissant. Une partie de moi voulait croire qu'il était sincère. Mais une autre partie, la partie qui avait été brûlée tant de fois, savait que cela pouvait être juste une autre manipulation.
Si tu es vraiment désolé, ai-je dit calmement, alors accepte les conséquences de tes choix. Trouve un emploi. 2. Si nécessaire. Apprends à vivre selon tes moyens. Grandis. J'essaie, a-t-il explosé. Mais c'est difficile, Marina. Ce n'est pas aussi facile que tu le fais paraître. Tu penses que c'était facile pour moi? Ma voix est sortie plus tranchante que prévu. Tu penses que c'était facile de travailler 2 emplois à 18 ans? D'avoir faim pour payer le loyer? D'étudier jusqu'à l'aube parce que c'était ma seule chance de sortir de cette situation? Il a baissé les yeux. J'ai fait tout ça toute seule, ai-je continué. Sans aide. Sans filet de sécurité. Pendant que vous me jugiez tous pour ne pas contribuer assez à la famille. Alors ne viens pas me dire que c'est difficile. Je sais que ça l'est. Mais c'est possible. Lucas est resté silencieux pendant un long moment. Puis, à ma surprise, il a hoché la tête. Tu as raison. Je ne sais juste pas comment faire. Alors apprends, ai-je dit, mais ma voix avait perdu un peu de sa dureté. Écoute, Lucas, je ne vais pas recommencer à financer ta vie. Mais je vais te donner une chose que nos parents ne m'ont jamais donnée. Il a levé les yeux, plein d'espoir. Des conseils honnêtes. Je me suis assise sur le bureau. Et d'abord, fais un vrai budget. Note tous tes revenus et toutes tes dépenses. Coupe tout ce qui n'est pas essentiel. Deuxièmement, si tes dettes de carte de crédit ont des intérêts élevés, envisage de les consolider. Troisièmement, cherche de l'aide gratuite pour la planification financière. Il existe des ING qui offrent ça. Il a tout noté sur son téléphone, semblant sincèrement intéressé. Et à propos de maman et papa, demanda-t-il, hésitant. Ce sont des adultes. Ils devraient déjà savoir prendre soin d'eux-mêmes depuis longtemps. S'ils vont perdre la maison, ils devront louer quelque chose de plus petit. Trouver des emplois. Vivre comme des millions de gens vivent. Ils sont trop vieux pour changer, murmura Lucas. Personne n'est trop vieux pour assumer ses responsabilités, ai-je répondu fermement. Lucas est parti peu après, et je ne savais pas si cette conversation changerait quoi que ce soit. Mais au moins j'avais été honnête. Les semaines suivantes ont été étonnamment calmes. L'ordonnance restrictive semblait fonctionner, aucun contact de mes parents. Aucun appel. Aucune embuscade. Puis, 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Marina, ma chérie. Je dois te dire quelque chose. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents ont perdu la maison. C'est arrivé la semaine dernière. Ils ont dû partir. Je m'attendais à ressentir quelque chose de la culpabilité, peut-être, ou de la pitié. Mais tout ce que j'ai ressenti était rien. Un vide neutre. Où sont-ils maintenant? Ils ont loué un petit appartement en centre-ville. 2 chambres, très simple. Ta mère a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements. Ton père est retourné travailler comme technicien, quelque chose qu'il faisait avant ta naissance. Eh bien, ai-je dit. Ils font ce qu'ils auraient dû faire il y a des années. Ta mère est différente, continua grand-mère. Plus calme. Je pense que la réalité a enfin frappé. Et papa? Il est en colère. Mais il travaille aussi. Peut-être que pour la première fois il réalise la valeur de l'argent. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Par la poste, pas par email ou message, une lettre physique. C'était de ma mère. Ma première réaction a été de la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte prudemment. L'écriture était la sienne, tremblante et irrégulière. Marina. Je sais que je n'ai pas le droit de te contacter. Je sais que l'ordonnance restrictive est active. Mais je dois dire certaines choses, et une lettre semblait être la seule façon qui ne violerait pas les termes légaux. Tu avais raison. Ce sont les 3 mots les plus difficiles que j'ai jamais écrits. Mais ils sont vrais. J'ai passé toute ma vie à t'utiliser. À te traiter comme un moyen pour arriver à une fin. Je ne t'ai jamais vu comme ma fille, je t'ai vu comme une obligation qui est finalement devenue une commodité. Quand tu as commencé à gagner de l'argent, je n'ai pas ressenti de fierté. J'ai ressenti du soulagement. Enfin tu étais utile. Et quand tu as payé notre maison, je n'ai pas ressenti de gratitude. J'ai ressenti que c'était ton devoir. J'écris ceci depuis notre nouvel appartement. Il fait 50 mètres carrés. Je travaille 6 heures par jour à servir des clients, la plupart me traitent avec mépris.
Mes pieds me font mal. Je suis fatiguée tout le temps. Et pour la première fois de ma vie, je comprends comment tu t'es senti. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je ne demande pas d'argent, j'ai appris ma leçon. Je demande juste pardon. Pardon de n'avoir jamais été la mère que tu méritais. Pardon de t'avoir exploité. Pardon d'avoir essayé de détruire ta réputation quand tu t'es enfin défendue. Pardon pour tout. Tu ne me dois rien. Même pas cette lecture. Mais si un jour, peut-être dans de nombreuses années, tu décides que tu veux parler, je serai là. Maman. J'ai relu la lettre 3 fois. J'ai cherché de la manipulation entre les lignes, des tentatives voilées de me culpabiliser. Mais tout ce que j'ai trouvé était de la fatigue. Un regret sincère. Ou peut-être qu'elle était juste devenue meilleure pour faire semblant. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête, et peut-être ne le serais-je jamais. Mais quelque chose en moi a changé ce jour-là. La colère a commencé à se dissoudre, remplacée par quelque chose qui ressemblait plus à de l'indifférence. 6 mois s'étaient écoulés depuis Pâques. Depuis le dîner qui avait tout changé. Ma vie était méconnaissable d'une bonne façon. J'avais plus d'argent que jamais sans avoir besoin de subvenir aux besoins de 3 adultes en plus de moi-même. Ma santé mentale était meilleure. Je dormais correctement pour la première fois en des années. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. J'ai commencé la thérapie pour traiter des années d'abus émotionnels. J'ai appris à établir des limites dans tous les domaines de ma vie. Et lentement, j'ai commencé à reconstruire des relations avec les membres de la famille qui m'avaient soutenue. Ma grand-mère et moi dînions ensemble chaque semaine. Béatrice est devenue une amie proche. Même l'oncle Carlos, qui était initialement resté neutre, s'est finalement excusé de ne pas avoir réalisé ce qui se passait. Lucas est apparu quelques fois. Il a obtenu un emploi stable, payait ses dettes petit à petit. Nous étions encore distants, mais au moins c'était un début. Quant à mes parents, j'entendais des nouvelles occasionnelles par grand-mère. Ils étaient toujours dans le petit appartement. Travaillaient toujours. Ma mère s'était apparemment fait quelques amis au travail. Mon père avait rejoint un groupe de vétérans de la région. Ils n'ont jamais essayé de me contacter à nouveau au-delà de cette lettre. 1 an après Pâques, j'étais dans un café avec Carolina quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a fait décrocher. Allô? Marina? La voix était celle de ma mère, mais différente. Plus petite. Plus hésitante. S'il te plaît, ne raccroche pas. Mon premier instinct a été de faire exactement ça. Mais la curiosité m'a retenue. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Aujourd'hui ça fait 1 an que tu as coupé les ponts. Et je voulais que tu saches que j'ai respecté ta décision. J'ai respecté l'ordonnance restrictive, qui d'ailleurs a expiré le mois dernier, mais je n'ai pas pris contact parce que je sais que je n'en ai pas le droit. J'ai attendu, ne disant rien. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Vraiment. Et que je suis fière de toi. Ma gorge s'est serrée. Ces mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, enfin prononcés. Mais trop tard? Ou au bon moment? Et d'avoir la force de me quitter, continua-t-elle, la voix étranglée. De connaître ta valeur. De ne pas accepter d'être traitée comme je t'ai traitée. Tu as toujours été forte, Marina. Plus forte que je ne l'ai jamais été. Des larmes ont coulé sur mon visage. Carolina m'a regardée avec inquiétude, mais j'ai fait un geste pour dire que j'allais bien. Je ne demande pas à revenir dans ta vie, dit ma mère. Je voulais juste que tu saches ça. Tu méritais de l'entendre il y a longtemps. Merci, ai-je réussi à dire, ma voix rauque. Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit, doucement, prends soin de toi, ma fille. Et elle a raccroché. Je suis restée assise là, à réfléchir. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Ce n'était pas une réconciliation complète. Mais c'était quelque chose. Une reconnaissance. Une clôture, peut-être. Carolina a pris ma main. Tu vas bien? Oui, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je vais vraiment bien. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour. Je n'ai jamais retrouvé de relation proche avec mes parents. Je les voyais occasionnellement lors de réunions de famille, les anniversaires de grand-mère, Noël. Les interactions étaient polies, superficielles.
Ils me traitaient avec un respect prudent, comme s'ils avaient peur de briser quelque chose de fragile. Et peut-être était-ce exactement ça. Notre relation était fragile, reconstruite de zéro sur des bases complètement différentes. Lucas et moi sommes devenus proches d'une manière inattendue. Il avait vraiment changé, il travaillait dur, vivait selon ses moyens, et a finalement présenté des excuses formelles pour tout. Cela n'a pas effacé le passé, mais a créé un avenir possible. Quant à moi, j'ai appris quelques leçons précieuses. Que l'amour n'est pas une obligation. Que la famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour l'abus. Que établir des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Que vous pouvez pardonner sans oublier, et pouvez oublier sans pardonner. Que parfois, la personne la plus grande n'est pas celle qui pardonne, mais celle qui sait quand s'éloigner.